Wa alaykoum salam wa barakatuh. À la kulli hal, il faut savoir une chose, Akhil Karim, c'est que les épreuves, elles sont un grand bien pour le musulman. Si le musulman est éprouvé dans sa religion, c'est un grand bien pour lui. Et souvent, les épreuves elles déstabilisent. C'est pour un certain nombre de raisons. Notamment, bien sûr, il y a éventuellement la baisse de foi. Il y a aussi parce qu'on ne veut pas être marginalisé dans cette société. On ne veut pas que cette société nous marginalise. Ou on veut profiter des avantages de la société dans laquelle on vit. Mais après, au bout d'un moment, il faut être face à ces contradictions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout conjuguer. On ne peut pas à la fois tirer avantage de la société dans laquelle on vit et constater qu'elle est dans une décadence en chute libre. Et d'ailleurs, le simple fait que cette société qui se dit libertaire et tolérante, le simple fait qu'elle s'attaque à l'islam de façon aussi violente, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais le problème c'est que les gens, d'ailleurs c'est ce qu'on fait souvent, dernièrement on m'envoie souvent des vidéos, des articles de ce que disent les ennemis de l'islam sur l'islam. Bon, personnellement, j'en ai rien à faire, je n'ai pas à les lire. À la limite, si je devais les lire ou écouter ces vidéos, ce serait pour les réfuter. Mais si c'est juste comme ça, c'est pour être déstabilisé dans sa religion, c'est pour... parce que c'est aussi un petit peu le but, c'est de déstabiliser le musulman. Et si ça marche, ben c'est qu'ils auront gagné. Donc, le fait qu'ils s'attaquent à l'islam, c'est une bonne nouvelle. Pas dire non, on est gentil, on n'est pas méchant, on peut vivre ensemble, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ça n'existe pas ça. Le paradis n'est pas gratuit, le paradis il est pavé d'obstacles, et l'enfer il est pavé de plaisir. Donc on ne rentre pas au paradis avec un claquement de doigts. Il faut bien des épreuves. Et si la France tolérerait l'islam, ça serait un mauvais signe. Donc le fait qu'elle ait une campagne virulente contre l'islam et les musulmans, c'est un très bon signe. Et d'ailleurs, malheureusement, pour se faire accepter des Français, on opère une espèce de conciliation démagogue, mais qui est très mauvais goût en réalité. On ne s'en rend pas compte, elle est très malsaine. Le fait de dire oui, nous sommes contre l'islam radical. Mais c'est quoi l'islam radical? Pour reporter la barbe, c'est l'islam radical. Pour refaire le ramadan, c'est l'islam radical. Pour ne pas serrer la main à une femme, c'est l'islam radical. Porter le pantalon au-dessus de la cheville, c'est l'islam radical. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des échappatoires. On dit, ah oui, mais finalement, c'est pas obligatoire de monter le pantalon au-dessus de la cheville, taillé. Mais avant tout, le but, c'est de ne pas suivre la sunna du prophète. Et quand bien même ce n'était pas obligatoire, notre présence sur terre n'est-elle pas de suivre la sunna du prophète avant de se demander si c'est obligatoire ou non? Alors, il est là, en fait, le conflit entre, on va dire, les traditionnistes littéralistes et les légistes à travers les époques. C'est justement, il était là, le grand débat. Est-ce que les injonctions du prophète, est-ce qu'elles ont, surtout celles qui concernent la morale et les mœurs, est-ce qu'elles ont un caractère obligatoire ou non? Mais en même temps, quand bien même ces littéralistes traditionnistes, ils feraient l'excès de zèle, et qu'ensuite, à cause des moyens de communication qui nous ont permis d'avoir accès à un autre son de cloche, ça ne justifie pas de faire marche arrière, de prôner le laxisme et de dire finalement on est dans l'excès de zèle et finalement ces choses qui en apparence étaient on nous avait mis une limite extrêmement rigoureuse, mais finalement c'est pas aussi grave que cela et on peut éventuellement faire certaines concessions auxquelles on n'a pas pensé par le passé lorsqu'on était zélé. Eh bien non. Ce que le moteur comme du musulman, c'est l'amour de la sunna. Le moteur du musulman, quand bien même il est éprouvé par des épreuves, c'est de montrer sa pleine soumission aux enseignements du prophète. Donc on ne va pas dire que sous prétexte de la siyasa sharia, on peut serrer la main aux femmes parce qu'on veut gagner la femme qui est une mère, parce que maintenant on parle comme ça, eh bien pour acquérir une mosquée, on doit passer par le serrage de main. Je dis mais les juifs ils ne serrent pas la main aux femmes, les juifs orthodoxes. Et pourtant c'est un lobby puissant. Et dit oui mais justement eux sont puissants. Et mais eux ils n'ont pas Dieu. Toi tu as Dieu qui t'aide. Donc tu dois t'en remettre entièrement à Dieu. Il faut arrêter ces concessions matérielles. Il faut arrêter de voir la vie sous le prisme de la matière. Et dire oui mais nous sommes exposés à des dangers au nom de la siyasa sharia.
au nom de la diplomatie, eh bien on fait des concessions, on serre la main, éventuellement on prend notre barbe, et éventuellement on laisse tomber le pantalon. Il faut arrêter ces concessions. Comprenez pas que en fait on vous amène vers ces concessions, et c'est parce qu'on exerce sur vous des pressions et un chantage pour arriver à ces concessions. Et ce n'est pas parce qu'au début de la salafia, quand on est rentré dans la religion ou on est devenu religieux, on est rentré avec force et zèle pour se former une carapace, quitte à avoir des opinions manichéennes et obtus. Ce n'est pas parce qu'on s'est éveillé, ce n'est pas parce qu'on a atteint une certaine maturité, une certaine émancipation, notamment vis-à-vis des extrêmes, des radicaux qu'étaient les tekfilites et les djihadistes, mais aussi les extrêmes au sein des orthodoxes que sont les protebdires. Ben, ce n'est pas parce qu'on s'est émancipé d'eux, ce n'est pas parce qu'on a été déçus par certains comportements au sein des salafis, notamment en ce qui concerne l'affiliation à 4 écoles, et notamment aussi en ce qui concerne, on va dire, un certain rigorisme vis-à-vis de certaines lois. Eh bien, ce n'est pas parce qu'on a accès à l'information, et ce n'est pas parce qu'on a été déçu que ça justifie de faire marche arrière. Parce que en l'occurrence, les Français ils vont demander d'autres concessions. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose les armes. Et déjà, on dépose les armes devant un ennemi largement plus puissant. Eh bien, là, cet ennemi, il va en profiter face à cet élan de faiblesse, face à ces concessions. Il va en demander davantage. Et puisque nous, on sera entré dans le processus des concessions, eh bien, on va en donner d'autres. Et c'est exactement ça le progressisme. C'est exactement cela qui a consisté à entrer dans la modernité pour les musulmans. C'est que face aux dominants, dans une posture dominée, on fait des concessions, des concessions, des concessions. Au début, on les fait au nom de la siyasa sharia. Au nom des objectifs suprêmes de la charia, on fait énormément de concessions, mais de fil en aiguille, c'est pour sauver notre peau, même si ça ne va pas en compte, bien sûr, de démocratie charia, mais c'est pour sauver notre peau, c'est pour profiter des avantages du dominant, et ainsi de suite. Alors que il n'y a pas de mal à être subversif. Il n'y a pas de mal d'être un réactionnaire, d'être dans la réaction. Et d'ailleurs, c'est ça l'esprit révolutionnaire. C'est d'être dans la réaction. Des non-musulmans eux-mêmes, ils sont réactionnaires. Des non-musulmans eux-mêmes, qui n'attendent rien de l'au-delà, ils sont subversifs. Donc, a fortiori, le musulman qui attend une récompense dans l'au-delà, il faut arrêter de jouer les saintes nitouches, il faut arrêter de jouer les saintes nitouches. Ne me faites pas de mal, aïe, aïe, aïe. Quand même, on dit bien la vérité. C'est qu'en réalité, il faut avoir de la compassion envers notre agresseur, envers notre bourreau. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas. Il faut leur pardonner, mais leur pardonner, c'est une position supérieure à la leur. Puisqu'on comprend les mécanismes de leur réflexion, et on comprend qu'ils sont mus par l'égarement et les ténèbres de l'obscurité, ou l'obscurité des ténèbres. Mais nous, si on détient de notre côté la lumière de la révélation, eh bien c'est qu'on détient le côté le plus fort, l'anse la plus solide. Et en cela, puisqu'on détient l'anse la plus solide, eh bien, cela va nous pousser à avoir de la compassion envers nos bourreaux. Mais si on a de la compassion envers nos bourreaux, c'est parce qu'on est détaché de notre condition. C'est parce qu'on n'attend rien de lui. Et parce qu'on attend tout de Dieu. Et parce qu'on repose nos espoirs entièrement à Dieu. Et si les richesses de ce monde, elles nous tendent les bras, tant mieux. Mais si elles nous ferment nos portes à cause de notre appartenance à la religion, eh bien tant pis, il faut faire ce sacrifice. Et de toute façon, ce n'est pas un entier sacrifice, on n'en est pas encore au goulag, même si ce n'est pas impossible à l'avenir. C'est des sacrifices qu'en vérité, c'est uniquement, on va dire, qui sont de l'ordre du tertiaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans une société de consommation où on remplit les besoins primaires et secondaires, eh bien, ces sacrifices, ils relèvent du besoin tertiaire et qui permettent de s'ériger dans les rangs et de la société. Mais voilà, sans plus. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas à la fois refuser la République et lui demander de nous accepter. C'est incohérent. Et c'est de l'incohérence totale. Et d'ailleurs, eux-mêmes l'ont comprise. Eux, ils demandent une adhésion à la République. Nous,
En réponse, on ne dit pas qu'on s'érige, on s'insurge contre la République, on respecte ses lois, mais qu'est-ce que ça veut dire respecter ses lois? Respecter ses lois, cela veut dire qu'on ne constitue pas une menace physique contre la République, mais en même temps, bien sûr qu'on refuse ces lois, bien sûr que nous sommes soumis aux lois de Dieu, et bien sûr qu'on le clame haut et fort. Les royalistes eux-mêmes, ils réclament qu'ils ne sont pas adeptes de la République. Donc ils clament haut et fort leur insoumission à la République. Et on a vu ce que ça a donné chez les catholiques, ce qu'est que de faire des concessions de fil en aiguille. Ils se sont entièrement dilués dans la République. La République, elle a dilué les catholiques, ils se sont dilués dans la République, et ils sont devenus des citoyens dociles. C'est exactement ce que réussit à faire avec brio les tenants de l'autorité. Ils ont compartimenté les forces en présence pour mieux les isoler. Ils ont compartimenté en citoyens, et ils ont transposé les problèmes sociaux de ce qu'on appelle la lutte des classes en vue d'améliorer chacun son niveau de vie. Eh bien, ils les ont transposés, comme le dit Alain Soral depuis 1968, de façon plus accentuée, vers des problèmes sociétaux que sont le féminisme, l'homophobie, bon bien sûr sauf l'islamophobie, l'antisémitisme, en fait c'est l'anti-racisme, la xénophobie, c'est l'anti toute chose sauf l'anti-islam. L'anti-islam étant promu par la société. Et ça c'est une bonne nouvelle en soi. En tout cas, les dirigeants qui sont extrêmement intelligents bien sûr, qui connaissent le mécanisme anthropologique de le fonctionnement de société, d'ailleurs c'est exactement ce que disait Huxley, hein, ils ont compartimenté la société pour affaiblir le citoyen et pour le réduire à sa plus petite expression possible, qui est la cellule de base de la société, qui est l'individu, et non plus la famille, et non plus les congrégations. Eh bien, cet individu isolé, on le rend malléable. Et on peut exercer celui des chantages moraux et non plus des chantages physiques. Donc il y a deux formes de dictature. Il y a la dictature par les passions, la dictature par le faire. Et bien, en définitive, même si la dictature par les passions elle est beaucoup moins violente, ses effets sont éventuellement beaucoup plus sournois, puisqu'on arrive à convaincre la personne sans exercer sur elle des menaces physiques, et tout en gardant soi-même une conscience durable. Même si à terme éventuellement on arrivera peut-être à persécuter les musulmans. Mais actuellement, tout en restant en phase avec ces principes, entre parenthèses, humanistes, on arrive à faire renoncer les communautés à leurs principes immuables, et en les transformant, comme j'ai lu récemment, en des habitudes culturelles et folkloriques auxquelles il est très facile de faire détacher. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut. L'individu, il doit savoir ce qu'il veut. Soit on bénéficie des avantages de la France, soit on s'attache fermement à sa religion, mais sans forcément perdre les avantages de la France, mais on se marginalise aussi de la société française. Eh bien, il faut accepter cette situation de marginal et arrêter les concessions, qui sont des anesthésies. Ah oui, nous sommes contre la radicalisation, mais qu'est-ce que la radicalisation ? On va s'appuyer à coups de paroles de savants pour justifier qu'on n'est pas des radicaux, mais qu'est-ce que la radicalisation ? Est-ce que la radicalisation consiste à prendre les armes contre l'autorité en place et à fomenter des attentats ? Si c'est ça, oui, on est contre cette forme de radicalisation, mais est-ce que être fidèle au principe de la religion, c'est la radicalisation? Là, c'est notre discours, en sachant que le dominant, eh bien, il entretient clairement l'amalgame. C'est que lui, en fait, il ne veut ni des radicaux légalistes, ni des radicaux qui sont dans l'insurrection. Il ne veut ni l'un ni l'autre. Et il se sert de l'un pour taper sur l'autre. Et donc, quand l'autre, pour jouir des avantages de la France, il affiche son innocence vis-à-vis de l'autre, eh bien, il donne de l'eau au moulin au dominant. Puisque lui, il est la prochaine victime. En fait, il n'est pas la prochaine victime, il a toujours été la victime ou la cible du dominant. Mais le dominant, étant donné qu'il est extrêmement intelligent et méthodique, eh bien, il endort
Le premier, il lui met des calmants, des anesthésies, sous prétexte de s'attaquer au second. Il dit non, toi tu n'es pas ma cible. Ma cible, c'est celui qui prend les armes contre la société. Mais en vérité, non. Le radical ou le radicaliste soumis, il est également la cible du dominant. Simplement, il l'a endormi. Donc il faut se réveiller. Il faut arrêter d'être endormi. Il faut se réveiller et afficher ses positions, sa religion. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de répression. Les chrétiens de la première époque, ils ont subi bien pire. Ils ont été jetés au lion. Et pourtant, ils n'ont pas renoncé à leur religion. Donc il faut choisir maintenant. Après, le jour où on arrivera à des massacres à grande échelle, puisque le principe de la démocratie a été de tolérer les religions, et c'est la raison pour laquelle des gens sont entrés en masse dans l'islam, mais le jour où la position des autorités va se radicaliser, elle va se durcir, ce sera une véritable épreuve, et il est possible qu'on assistera malheureusement à des apostasies en masse. Donc voilà, tels sont les enjeux. Il ne faut pas le laisser endormir, il ne faut pas concéder du terrain, parce que de fil en aiguille, ces concessions elles vont nous faire sortir de notre religion et elles vont nous délier de nos principes et nous désolidariser de ces tenants sous prétexte de lutter contre la radicalisation. Je prends ici le cas de l'Arabie Saoudite qui a procédé à un virage à 360 degrés à l'orée ou au milieu de l'année 2018 avec notamment la visite de Trump en Arabie qui a conclu au renoncement ou à la renonciation de l'utilisation de l'islamisme comme arme politique et qui donc se désolidarise désormais avec l'islamisme politique, mais aussi avec le conservatisme religieux, quand bien même ce conservatisme il était légaliste. Actuellement, on voudrait opérer à la même évolution qu'a connu les pays colonisés tels que le Maroc, l'Algérie et autres, qui a été un progressisme que je qualifie de mandarin. C'est un progressisme légaliste. Pour ce qui est du monde musulman en dehors de l'Arabie Saoudite, face à un progressisme non légaliste, donc insurrectionnel, eh bien ici en Arabie Saoudite, puisqu'on était dans un climat de conservateur légaliste, face à un conservatisme insurrectionnel, eh bien on voudrait amalgamer le conservatisme légaliste au conservatisme insurrectionnel en assimilant le conservatisme légaliste à une radicalisation et donc en phase avec les injonctions de l'Occident. Actuellement, l'Arabie Saoudite elle prône un progressisme légaliste, mandarin, exactement comme ce fut le cas dans nos pays. Et en plus de cela, il faut savoir que ces piqûres elles ont été progressives. C'est-à-dire que faire adhérer la population aux préceptes occidentaux, c'est un phénomène qui est lent et fastidieux. Dernièrement, là, j'ai par exemple, aujourd'hui encore, mes filles me disaient qu'à l'école, on leur apprend le développement personnel. En sachant que certaines matières de développement personnel puisent ses origines dans des philosophies hindouistes, taoïstes et bouddhistes. Donc le mal, il est extrêmement profond. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus le développement personnel dans les textes scripturaires de l'islam, même si éventuellement on maquille le développement professionnel présenté par l'Occident avec des textes religieux. On ne prend plus comme référentiel ce qui a été à l'origine du triomphe de l'islam et que sont les textes scripturaires de l'islam qui sont assimilés actuellement à une approche rétrograde et arriérée, voire radicale, pour adhérer entièrement, mais de façon sournoise, progressive et lente, aux préceptes matérialistes occidentaux, sous couvert du progressisme, sous couvert du progrès et sous couvert de se déradicaliser. C'est-à-dire qu'actuellement, le virage entrepris par l'Arabie Saoudite, c'est l'une des plus grandes leçons qui soit pour dire que les concessions que le dominé il affiche aux dominants
à terme, elle provoque sa perte. C'est-à-dire qu'au départ, on le fait au nom de Maqasid Sharia, au nom des grands objectifs de la religion, au nom de l'intérêt supérieur de l'islam, mais en définitive, si c'est pour profiter des avantages dominants, eh bien, c'est en réalité une désinscription des valeurs de l'islam pour adhérer aux valeurs de l'Occident, mais pour garder bonne conscience au nom des valeurs de l'islam. Donc il ne faut pas être dupe. Comme je disais par le passé, si actuellement des pays comme l'Arabie Saoudite, dans les sillons des États-Unis, ils renoncent à l'utilisation de l'islamisme comme arme politique, c'est purement ponctuel, c'est purement conjecturel, éventuellement ce n'est pas forcément moral, et ce n'est pas forcément un progrès, étant donné que d'autres pays comme la France, l'Angleterre, qui ont offert à l'Iran de prendre le relais de l'islamisme politique, c'est-à-dire qu'actuellement, les prochains attentats qui auront lieu en Europe, ils ne seront plus financés éventuellement par l'Arabie Saoudite et les États-Unis, ou en tout cas ne seront plus orchestrés, si tant est qu'ils soient orchestrés par eux, par des instances saoudiennes et américaines. Ils seront désormais instrumentalisés par l'Angleterre, par l'État profond américain, parce que en fait Trump ne fait que représenter l'État officiel américain, le Pentagone, ou la Maison Blanche, en réalité dont les pouvoirs sont extrêmement réduits. Et donc l'Iran va participer dorénavant à l'orchestration d'attentats terroristes en Europe, et un peu partout dans le monde, et aussi le Qatar. Donc ici on a clairement un front avec d'un côté l'État officiel américain, l'Arabie Saoudite, éventuellement la Turquie, même si en réalité ils ont des rivalités, mais c'est des rivalités idéologiques. Mais la Turquie elle n'est pas dans le front de la France. En fait, les grands perdants de la guerre en Syrie ont été la France, la Turquie, l'Arabie Saoudite. Et bien sûr les Émirats et le Qatar. Ça a créé une fracture. Et c'est une fracture en fait qui est purement politique et économique. Et on va chercher à la justifier pour ceux qui s'émancipent de l'islamisme politique par des raisons morales et progressistes. Et pour les autres, ils vont continuer à les utiliser, à y avoir recours, non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons purement de réel politique. C'est le machiavélisme politique. Et au milieu, il y a les victimes de ces changements d'intérêt, de ces changements d'alliance, que sont les musulmans lambda, qui sont déchirés, ils sont tiraillés parce qu'ils entendent à la télé, parce qu'ils voient autour d'eux, et ils alimentent eux-mêmes leur peur en suivant les médias, en se mettant à l'affût de l'actualité et de ce qu'ils disent sur l'islam. Voilà. Donc ils contribuent en quelque sorte à leur propre perte.